On va continuer ces sujets en lien avec le monde de l'entreprise, en lien avec l'accompagnement des collaborateurs et collaboratrices et l'engagement, la responsabilisation avec un homme d'entreprise, justement, tiens, et de terrain. Il dirige d'ailleurs une société qui, 120 ans après sa création, a décidé de changer son nom pour incarner sa nouvelle orientation digitale. Ne l'appelez plus jamais Jouve, mais Lumines. Et quant à lui, il n'a pas changé. Alors, vous avez les deux, hein. Il y a Sardou et Julio. Et après avoir été numéro 2 du MEDEF, hein, il aurait pu laisser de côté son engagement citoyen. Il n'en est rien. L'un de ses chevaux de bataille, c'est le partage de la valeur, le dividende salarié, un sujet richement d'actualité. Et il va partager ses convictions et sa satisfaction avec nous. Merci à toi, Thibault, d'être là. Thibault Langsad, qui nous rejoint. Voilà, on va évoquer ces sujets. On est vraiment dans l'actualité. Viens nous rejoindre et le plaisir de te retrouver à nos côtés. Bienvenue Thibault. Vous écriviez dans Les Échos, vous écrivez souvent d'ailleurs, et on a plaisir à vous lire. C'était en février 2023. Un meilleur partage de la valeur que chacun contribue à créer est pourtant bien la première brique qui puisse apaiser notre société. Les partenaires sociaux doivent s'en emparer, quitte à se réinventer. Il y a eu le 10 février, message reçu, non? Bonjour à toutes et à toutes. Ça fonctionne? Est-ce qu'ils se sont réinventés? En tout cas, il y a eu un accord national interprofessionnel extrêmement fort, dont on jugera les résultats dans quelques années. Mais l'accord national interprofessionnel est sans aucun doute un énorme succès des partenaires sociaux. Et peut-être pour partir un peu en arrière, pour essayer de comprendre d'où on vient, la dernière fois qu'on a touché au dispositif réel de partage de la valeur, c'était le général de Gaulle, c'était il y a 50 ans. Il y a eu une première étape à l'issue du Conseil national de la résistance qui a été la mise en place d'un dispositif qui est un dispositif que l'on connaît bien, qui est l'intéressement, et puis les ordonnances de 67 qui permettent de créer la participation. Et donc ces deux instruments datent de plus de 50 ans et ils ont été largement rafraîchis au travers de cet accord national interprofessionnel. Ce qui est important de comprendre, la portée de cet accord, c'est que si on se replace en 67, quand le général de Gaulle dit qu'il faut un meilleur instrument de partage de la valeur et qu'il crée la participation, il faut comprendre les résistances qu'il y avait à l'époque. Et ces résistances, elles ont perduré pendant longtemps. Les partenaires sociaux, les organisations syndicales ne reconnaissaient pas et ont encore des difficultés à reconnaître la plénitude de ces instruments, intéressement, participation. Pourquoi ? Le premier point, avec une forme de légitimité, qui est un risque de cannibalisation sur les salaires. Si vous mettez en place des instruments pour du futur, alors il peut y avoir un risque de cannibalisation sur les salaires. Le deuxième point, qui a sa légitimité, qui est de dire que ce sont des instruments qui sont dénués de contributions sociales et patronales. Par conséquent, elles ne financent pas notre protection sociale, elles ne financent pas notre assurance chômage, la maladie, la retraite. Et donc, ils préfèrent des dispositifs qui soient positionnés. Des dispositifs qui soient... On va ouvrir ce micro-là. Mais voilà, qui soit sur les salaires. Et donc ça, c'est important de comprendre le dogme des organisations syndicales qui n'ont jamais bien reconnu ces dispositifs de partage de la valeur. Alors quand ils sont mis en place en 67, on peut raconter une petite anecdote, c'est que autant on approuvait beaucoup le général de Gaulle sur sa vision globale, stratégique du pays, de ce qu'il avait apporté, mais quand il parlait de l'entreprise, beaucoup trouvaient qu'il était parfois, on va dire, un peu hors norme, ou en tout cas assez loin de la préoccupation des chefs d'entreprise. Et quand il demande à Pompidou de mettre en place l'instrument de participation, les gaullistes libéraux essayent tout de même de s'y opposer et dans la formule de participation qu'on ne connaît pas tous par cœur parce qu'elle est assez complexe, même si je peux la réciter, on essaie de brider le dispositif et de mettre un demi. Et ce dispositif de 1,5, donc la formule de participation, qui est les bénéfices nettes fiscales de l'entreprise moins les 5% des capitaux propres, fois 1,5 divisé par la masse salariale et par la valeur ajoutée, ce qui est un dispositif un peu complexe à comprendre pour un chef d'entreprise de calculer rapidement ce qu'il doit verser, eh bien on bride le dispositif.
Donc la participation et l'intéressement, vous voyez que ça porte, c'est bien structuré dans nos entreprises, mais ça a 50 ans. Et après, comme on est en France, ces dispositifs évoluent, ou plus exactement les ratios qui encadrent ces dispositifs évaluent au gré des partis politiques ou des ambitions politiques. On y met en place une contribution sociale qui évolue, le forfait social, et qui arrive à son apogée aux alentours à peu près de 20%, d'ailleurs sous un gouvernement de droite, qui fait que ces dispositifs de partage de la valeur deviennent beaucoup moins attractifs. Ensuite, ces dispositifs, c'est une petite épopée pour les mettre en place en entreprise. Alors justement, par rapport à ça, Thibault, je te coupe, tu promeus cet engagement pour un capitalisme rénové, hein, et ce sujet du dividende salarié depuis longtemps, hein, ça a été repris par les candidats, par Emmanuel Macron. C'est un sujet clé, que ce partage de la valeur, quand on voit ce caractère clivant entre les patrons d'un côté, enfin tout ce qu'on a pu vivre. Et puis au-delà de ça, c'est un facteur d'attractivité, on en parle beaucoup avec nos amis ici, de rétention aussi, hein. Alors, on est le seul pays au monde où la question du dividende pose problème. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder la façon dont les médias fonctionnent. Quand les entreprises commencent à publier leurs résultats, ou en tout cas on commence à comprendre leurs performances aux alentours du mois de janvier, février, eh bien, commence alors la lente agonie sur le dividende, où il faut tuer le dividende. Alors évidemment, les grandes entreprises, les grandes entreprises sont particulièrement ciblées, les petites et moyennes entreprises ne le sont pas. Et donc, nous avons un problème récurrent sur cette notion de partage de la valeur. Je voudrais dire aujourd'hui quand même que quand les entreprises françaises versent 70 milliards selon les années, 65 milliards de dividendes. Derrière, sur le partage de la valeur, c'est à peu près 21, 22 milliards, là aussi, selon les années, qui sont redistribués au travers des instruments de participation ou d'intéressement. Néanmoins, sur les dernières années que nous avons pu voir, quand les résultats sont exceptionnels, il faut aussi s'assurer que la redistribution soit tout aussi exceptionnelle. Et donc, réfléchissant sur ces questions de partage de la valeur, il fallait probablement renforcer ces dispositifs. Alors, il m'a été beaucoup critiqué de mettre en avant le mot dividende salarié. Beaucoup de chefs d'entreprise ont expliqué que le dividende était le fruit du capital. Connoté. Alors, je voudrais quand même rappeler la raison pour laquelle je suis parti de cette notion du dividende salarié, c'est que je suis allé tout simplement regarder la loi. Et dans la loi, le chapitre 3 du Code du travail, vous parlez du dividende du travail. C'est-à-dire que dans le Code du travail, les instruments de partage de la valeur qui sont l'intéressement et la participation, qui ont été renforcés avec la prime partage de la valeur, prime Macron, quand vous regardez la loi, la notion de dividende travail existe bien dans le Code du travail. Alors il m'a été opposé que le général de Gaulle était effectivement pas forcément à l'aise, mais ce n'est pas le général de Gaulle qui mentionne le dividende travail dans le Code du travail, c'est Patrick Collier, sous un gouvernement de Nicolas Sarkozy, qui tente à répondre à cette promesse et qui modifie. Je remarque qu'à l'époque, il n'y avait pas eu de sujet. Donc je pars d'un constat qui est qu'il faut un meilleur partage de la valeur, et je dis des choses assez simples. Vous avez à peu près 4 millions de salariés qui ne sont pas couverts par un dispositif d'intéressement et de participation, essentiellement dans les TPE et dans les PME. Alors, Madame la ministre m'avait confié une mission à l'époque qui est d'essayer d'évangéliser les entrepreneurs en disant « mettez en place des dispositifs d'intéressement et de participation ». J'ai vu que c'était bien compliqué, que l'actualité ne nous a pas aidés, compte tenu du fait qu'il y a eu la crise des Gilets jaunes, une crise retraite et évidemment une crise sanitaire dont le sujet n'était pas la redistribution. C'était pas la priorité. Néanmoins, j'ai vu qu'il y avait une très forte résistance des partenaires sociaux sur ce sujet et que leur capacité à négocier dans les branches des dispositifs simples pour les TPE-PME ne fonctionnait pas. Ensuite, il fallait donc réfléchir à un dispositif pour les TPE-PME, une formule simplifiée de participation. Le deuxième point, de ne rien réinventer. Je pense que c'était important de ne rien réinventer. Oui, pas créer de nouveaux dispositifs. Surtout pas, il fallait s'adosser sur les dispositifs existants et de les simplifier.
Le premier point, c'était de mettre en place un dispositif pour les TPE-PME, simple et accessible. Le second point, c'est de faire en sorte que quand une entreprise verse des dividendes, elle doit avoir des dispositifs de redistribution, intéressement, participation, prime partage de la valeur, mais qu'elle doit, au titre d'une meilleure équité, verser quelque chose à ses collaborateurs. Et donc ça, c'était un point qu'il fallait graver dans le marbre. Et puis, bien évidemment, revoir les dispositifs qui sont sur l'épargne salariale, permettant de le rendre plus accessible. Je dis au passage que quand vous capitalisez sur votre épargne salariale, ce qui est bon pour notre économie, hein, c'est plus de 160 milliards, le déblocage peut poser problème. La dépendance n'est pas concernée par les zones de déblocage. Si vous avez un cancer, c'est un aléa de la vie, mais on considère qu'il n'y a pas un déblocage. Et quand vous êtes au SMIC, essentiellement dans les TPE, PME, puisque les bas salaires n'existent pas dans les grandes entreprises, eh bien, là, cette notion de libérer cette épargne doit être beaucoup plus souple. J'avais fait une proposition pour faire en sorte que tous les salariés qui sont entre 1 et 1,5 SMIC puissent libérer rapidement en cas d'aléa de la vie. Voilà ce qui avait été mis en avant. La campagne présidentielle est passée par là. Les candidats se sont tous appropriés, mais à géométrie variable. La notion de dividende salarié sonnait bien, mais chacun pouvait y mettre ce qu'il estimait être juste, plus ou moins juste. Je crois que le président de la République a considéré que pour lui, quand une entreprise verse des dividendes, il faut qu'il y ait un dispositif. Xavier Bertrand avait une vision différente, Arnaud Montebourg avait une vision différente, Valérie Pécresse avait une vision différente. Néanmoins, il a été demandé aux partenaires sociaux d'ouvrir une discussion, une négociation sur le partage de la valeur. Ça a pris du temps et cette négociation, quelques semaines avant le résultat, était jugée par Geoffroy Roux de Bézieux comme impossible. Alors, il y a quelque chose qui fonctionne bien dans le paritarisme, et pourtant, il y a quelque chose qui fonctionne bien dans le paritarisme, c'est que il y a souvent quelque chose qui les met d'accord, c'est tout sauf l'État. Ça ne marche pas tout le temps. Ça ne marche pas tout le temps. De temps en temps, une organisation patronale ou syndicale se dit qu'il faut peut-être mieux laisser la main à l'État parce qu'on obtiendra plus. Mais de temps en temps, le système paritaire se dit on a tout intérêt à négocier entre nous avant que l'État reprenne la main. Il est clair que le dividende salarié a mis en place en tension des dispositifs que certaines organisations patronales ne souhaitaient pas avoir, ce qui les a poussés à avoir cet accord national interprofessionnel. En clair, que dit cet accord ? Puisqu'il est en train d'être transposé dans la loi. Il sera définitivement transposé au mois d'octobre. Pour des questions d'agenda, il a été un peu écarté. 3 choses. Premier point, c'est de faire en sorte que dans les TPE, PME, il y ait des dispositifs de redistribution et de façon souple. Moins de 50 salariés, de façon souple, non contraignante. En clair, si vous avez un chiffre d'affaires, un bénéfice net fiscal qui représente plus d'1% de votre chiffre d'affaires, et ce pendant 3 années de suite, alors vous devez reverser quelque chose à la main du chef d'entreprise, prime partage de la valeur, soit par un accord d'intéressement ou de participation. Le deuxième point, dont on verra si ça porte son effet, c'est que si une grande entreprise obtient des résultats exceptionnels, alors elle peut être en mesure de verser une contribution complémentaire via le véhicule qui a été mis en place, soit prime partage de la valeur, soit intéressement et participation. Là, la négociation, puisqu'un accord national interprofessionnel, une négociation, c'est un consensus qu'il faut obtenir et il est à saluer compte tenu du fait qu'il y a une majorité des organisations qui vont saluer. On verra si ce dispositif non contraignant, à l'appréciation, on va dire, de l'entreprise, permet de répondre à ce surcroît, peut-être de tuer le débat des surprofits, et on verra dans le temps. Enfin, le dernier point dont je suis un peu plus perplexe, qui est un plan de partage de la valeur. Donc vous avez beaucoup d'entreprises qui avaient demandé de mettre en place ce qu'on appelle les phantom shares. Je ne peux pas ouvrir mon capital, alors je mets en place un dispositif d'action de phantom share qui permet d'asseoir une rémunération sur la valorisation de son entreprise. Alors on est en France. Je suis exposé en tant que président de la Caisse nationale des URSSAF. Ces dispositifs vont être très compliqués à transposer simplement et aisément. Et ce dont déteste un chef d'entreprise, c'est d'avoir un facteur de risque. Soit d'être contrôlé, soit de mettre un dispositif qui pourrait se retourner contre lui.
Et un plan de partage de la valeur pour une PME qui nécessite d'avoir une valorisation régulière, d'avoir la liquidité de son entreprise, tout ceci étant plafonné. Et quand on voit la capacité qu'on a à recontrôler, redresser les management packages dans les entreprises, il va y avoir, je pense, un peu de temps pour essayer de faire en sorte que ces dispositifs soient accessibles. Voilà. Donc cet accord a été signé par toutes les organisations, à l'exception de la CGT, qui n'a peut-être pas encore évolué dans son dogme, mais c'est important de voir que EFO, qui était opposé à l'intéressement et à la participation pour les raisons que je vous ai évoquées, a signé cet accord, ce qui est le cas de CFE-CGC, CFDT, CFTC. Et donc on a un accord qui est très fort. Et là, il faut saluer la responsabilité des partenaires sociaux, du patronat. Ce n'est pas évident d'aller dire aux TPE, PME, on va vous imposer un dispositif. Donc c'est quelque chose où ils ont pris leurs responsabilités. Mais si les entreprises ne jouent pas le jeu, alors, après la période d'expérimentation qui va durer 5 ans, il y aura probablement des dispositifs beaucoup plus contraignants. Et je le dis de façon très simple, avec peut-être un focus plus sur les entreprises de taille moyenne. Aujourd'hui, ce sont des dispositifs qui sont en train de monter en puissance. Notre sujet numéro 1, c'est de recruter, motiver, fidéliser nos collaborateurs. Claire. Ça pouvait se faire il y a quelques années sur une complémentaire santé, sur une prévoyance, sur des dispositifs, on va dire, qui pouvaient faire la différence. Aujourd'hui, on va juger la qualité du management, la qualité de l'entreprise. Ce sont des au-delà du bilan social individuel. Au-delà du bilan social, qui est plus compliqué pour les petites et moyennes entreprises, qui n'ont pas les mêmes moyens que les grandes. Ce sont des dispositifs qui peuvent faire la différence. Et puis, ça permet là aussi, c'est un projet plus global, de mieux réconcilier les Français sur ces sujets-là, où on est extrêmement divisé. Oui, tu le dis, hein, Thibault, c'est aussi un moyen d'apaiser. Hein, on voit le changement de paradigme, ça c'est du côté, tu le disais, victoire du paritarisme, et puis de l'autre, c'est un sujet sociétal aussi. Hein. C'est un sujet sociétal. Aujourd'hui, le ressenti est quand même très fort au sein de la population. Les inégalités sont quand même assez fortes. Le pouvoir d'achat, on en parlait. Le pouvoir d'achat est assez fort. Quand on voit les différences de salaire dans les entreprises, si le rapport était jugé maximum par Henry Ford en 1900, vous corrigerez 12 ou 13, je ne sais pas quelle est la date exacte où il a prononcé ça, qui était de 40. Aujourd'hui, les disparités des salaires sont plutôt entre 100 et 130. Alors, je fais attention aux DRH qui me regardent, mais qui me corrigeront, voire dans les sociétés américaines où ça peut monter jusqu'à 300, 350. Je parle du salaire mensuel. Je ne parle pas de la création de valeur que l'entrepreneur peut obtenir. Je parle juste du salaire. Et là, on intervient sur des sommets qui sont extrêmement importants. La crise du pouvoir d'achat est importante. Et quand on regarde en arrière sur la progression des dividendes ces 5 dernières années, qui n'ont jamais été aussi fortes, c'est là où on peut tout de même réfléchir sur ces dispositifs plus équitables de partage de la valeur. J'ai jamais été un pour un. D'ailleurs, c'était Nicolas Sarkozy qui avait repris l'idée de Serge Dassault, qui était de dire 1 euro pour l'entreprise, 1 euro pour le salarié, 1 euro pour l'actionnaire. Évidemment, cette formule n'a pas tenu. D'ailleurs, je crois qu'elle n'a même pas été expertisée. Je ne suis pas pour un, mais d'avoir davantage d'équité quand les entreprises ont des profits importants et de faire en sorte que les TPE-PME puissent avoir des mécanismes de redistribution pertinents. Tout l'enjeu est là. Maintenant, il y a une expérimentation. C'est à nous de jouer. Et toi, tu joues d'ailleurs, au bon sens du terme, dans ton entreprise, Lumines, 2000 collaborateurs. Je disais, ça a beaucoup évolué. Ça te sert de laboratoire aussi, avec beaucoup de choses qui sont faites, des accords dérogatoires. Alors nous, on a mis en place tous les dispositifs. On a mis d'abord une formule de participation où on a modifié la formule légale pour qu'elle soit plus contributive. On a mis en place de l'intéressement, mais évidemment avec des critères environnementaux, sociaux, qui étaient un peu une nouveauté. Alors un des critères, c'est de baisser chaque année de 30% l'envoi des mails, sachant qu'un mail envoyé, c'est une ampoule allumée 24 heures. Donc à la fois, ça participe au bien-être au travail, à avoir un peu moins de mails à traiter, et puis surtout, ça permet de répondre à des critères environnementales. Évidemment, des critères financiers, des critères sur les accidents du travail qu'on a introduits. On a mis en place un FPCI, ce qui permet de pouvoir abonder de façon forte, et puis on a ouvert le capital avec un système d'acompte gratuite. Peut-être que le point à travailler, et beaucoup d'oppositions m'ont été faites, et c'est vrai que je n'ai pas voulu traiter le sujet parce que j'ai voulu me concentrer sur les outils d'intéressement et de participation.
L'actionnariat salarié le sujet doit être traité, renforcé. La vraie difficulté, ce n'est pas les grandes entreprises, elles sont diluées par nature, elles sont cotées. La vraie difficulté se trouve dans les TPE, PME. Je ne pense pas que ce soit la volonté du chef d'entreprise de bloquer son capital, c'est souvent la protection qu'il a mis en place autour de cette entreprise, compte tenu de la pression fiscale qu'il y a eu ces dernières années, qui fait que c'est très compliqué de mettre en place ces dispositifs. Quand vous prenez un chef d'entreprise qui fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est installé en Lozère, qui fait du portail et qui a mis son usine dans une SCI pour avoir le foncier, qui a mis une partie de ses outils dans une autre entreprise, qui a fait rentrer ses enfants, quand vous lui dites, écoute, mets en place des actions gratuites, ça va permettre de fidéliser tes collaborateurs, il va dire oui, la main sur le cœur, mais je fais comment? Et je suis protégé, j'ai des plus-values qui vont se réaliser, outre le fait qu'il va falloir que je trouve un montage fiscal. Et c'est quand même le sujet de beaucoup de TPE, de PME, d'entreprises en France, à la fois fiscales, à la fois d'incidence de plus-value, et puis un des points de fragilité, c'est qu'ils se privent aussi d'un financement par les fonds, et par contre un recours à de la dette. Mais ça, c'est un sujet plus structurel auquel il va falloir travailler. Et si on veut ouvrir l'actionnariat salarié, il faudra également travailler sur ce point. Je vois qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu vas pouvoir travailler dans les mois et les années à venir. On peut applaudir et remercier Thibault Langsad. Merci beaucoup Thibault de ta contribution aux échanges de DPA. Peut-être réaction, qui veut réagir à ce qu'a dit Thibault? Évidemment, on va se retrouver ensuite tous ensemble autour du déjeuner après l'intervention de Delphine Joanne. Qui veut réagir? Qui a une question à poser, ou le regard justement des femmes et des hommes de la fonction RH par rapport à ces sujets de partage et de juste rétribution? On va se retrouver tout à l'heure, Thibault. Merci beaucoup. Merci. Tu voulais, oui, pardon, j'avais pas vu que tu. Pourquoi vous n'avez pas été président là? Ah, tiens, oui. Rassieds-toi. J'ai été vice-président pendant 5 ans. C'est un engagement extrêmement fort, extrêmement lourd, et qu'on ne peut pas tout faire. Donc j'ai quitté volontairement, j'ai assumé la campagne précédente aux côtés de Geoffroy Roux de Bézieux. Et ces engagements, il faut les mesurer, les millimétrer. Et je pense que la pire des choses, c'est de durer. À la fois parce qu'on a besoin de rafraîchir l'écosystème, parce qu'il y a toujours des gens merveilleux pour prendre la suite. Et ensuite, mon vrai métier, c'est de diriger une entreprise. Et tu le fais bien. Merci beaucoup. Thibault Langsad, merci Thibault d'avoir été avec nous.